Le concept de fake news ou de manipulation de masse, on a souvent l'impression que c'est une préoccupation purement moderne. Ah oui, complètement. On se dit que c'est le produit direct d'Internet, des réseaux sociaux, tout ça, quoi. Voilà. On a tendance à croire que la désinformation à l'échelle mondiale, ça nécessite forcément des algorithmes hyper complexes ou des fermes de serveurs gigantesques. Sauf que nos sources du jour prouvent exactement le contraire. Et de la manière la plus spectaculaire possible, en fait. C'est clair. On se penche aujourd'hui sur un dossier qui s'appelle l'anatomie du pouvoir absolu et qui est, pour le dire simplement, fascinant. Je suis fascinée par ce document. C'est une immersion totale dans l'inscription de Behistun. L'inscription de Behistun, ouais. C'est un texte antique, monumental, qui agit comme un véritable manuel de pacification et de propagande impériale. Exactement. Un texte rédigé par le roi perse Darius Ier, Premier du nom, oui. il y a environ 2500 ans. Et notre mission aujourd'hui, dans cette exploration en profondeur, c'est de comprendre ça. Bon, décortiquons cela. Comment un seul homme a pu pirater la réalité de tout un empire? Et graver sa propre version des faits dans la pierre, littéralement dans la pierre, pour l'éternité. C'est quand même dingue. Comment on met en place une campagne de désinformation et de contrôle absolu avant même l'invention d'imprimer? Pour comprendre le coup de maître de Darius, il faut d'abord poser le décor. D'accord. Parce que le pouvoir absolu, ça ne s'installe jamais sur une mer d'huile, tu vois, ça naît presque toujours d'une crise systémique. Donc il y avait une crise à ce moment-là. Une crise cataclysmique, oui. Un chaos qui menaçait littéralement d'anéantir l'Empire achéménide, qui était la superpuissance incontestée du monde antique à l'époque. Et l'étincelle de ce chaos, franchement, ça a tous les ingrédients d'un thriller politique. Oh que oui! Tout commence par un secret d'État dramatique. Un fratricide, c'est bien ça? Exactement. Le roi légitime de l'époque, qui s'appelle Cambyse II, fait assassiner son propre frère. Smerdis. Voilà, Smerdis. Mais le truc, c'est qu'il le fait dans le plus grand secret. La population perse, les généraux, les gouverneurs de province, personne ne sait que l'héritier numéro 2 est mort. Attends, personne. Personne. Cambyse crée involontairement un vide d'information abyssal. Et tu sais ce que c'est en politique, le vide, c'est la matière première de l'opportunisme. C'est sûr. Surtout que Cambyse part mener une longue campagne militaire en Égypte et il laisse l'Empire sans figure d'autorité visible. Et c'est là qu'intervient une situation, franchement hallucinante. Ah, l'usurpateur. Ouais, un mage, un dignitaire religieux qui s'appelle Gaumata, qui observe ce vide et qui décide d'en profiter. Il se lève et il déclare à tout l'Empire « Je suis Smerdis, le frère du roi, et je prends le pouvoir ». Et le pire, c'est que l'Empire bascule. Mais attends, il faut s'arrêter sur ce point 2 secondes. Comment on parvient à voler l'identité de l'homme le plus puissant du monde? Aujourd'hui, avec la biométrie, les caméras, nos smartphones, c'est impensable. C'est impossible aujourd'hui. Du coup, à l'époque, comment la population pouvait vérifier qui siégeait sur le trône? Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique même de la perception publique dans l'Antiquité. La royauté perse, elle était extrêmement recluse. Genre caché du public, hein? C'est ça. Le roi vivait entouré de remparts administratifs au fond de ses palais. La majorité écrasante de la population, et même de l'aristocratie qui était un peu éloignée, ne voyait jamais, mais alors jamais, le visage du souverain. D'accord, donc il n'y avait pas de portrait partout. Non. Le pouvoir, il s'exerçait par la voix des héros, par les sceaux royaux sur des tablettes d'argile, et bien sûr, par l'impôt. À l'impôt, toujours l'impôt. Et du coup, Gaomata n'avait pas besoin de ressembler trait pour trait à Smerdis. Il lui suffisait d'adopter les codes du pouvoir, de contrôler le palais et surtout de promettre des exemptions d'impôts. Ce qu'il a fait immédiatement, j'imagine. Bien sûr, pour s'attirer la ferveur populaire, c'était l'outil parfait. Donc, en gros, c'est une usurpation d'identité doublée d'une campagne populiste massive. C'est la toute première fake news à l'échelle d'un empire. Et ça a marché. Surtout que Cambyse, le vrai roi, il meurt de façon, disons, très opportune sur le chemin du retour. Pratique. On se retrouve donc avec un usurpateur absolu, un homme qui n'a pas une goutte de sang royal, à la tête de la plus grande machine de guerre de l'époque. Et c'est exactement dans ce désastre total que notre fameux Darius entre en scène. Voilà. Parce qu'il finit par assassiner ce faux Smerdis avec un groupe de conspirateurs. Mais Darius, le truc c'est qu'il ne se contente pas de dire « Salut, j'ai tué l'usurpateur ». Non, ça aurait été trop simple. Il encadre ce meurtre et la guerre civile qui arrive juste derrière dans une structure idéologique, brillante. Absolument brillante. Darius aurait pu présenter ça comme un simple coup d'État aristocratique, tu vois, une correction politique. Ouais. Mais au lieu de ça, il élève le conflit à une dimension carrément cosmique. Cosmica. Oui,
Il introduit et il militarise deux concepts fondamentaux de la pensée perse ancienne, l'artha et le druga. Ok, donc d'un côté on a l'artha, La vérité, la vérité avec un grand V. l'ordre divin soutenu par le Dieu suprême, Ahura Mazda. La stabilité absolue de l'univers, quoi. Et évidemment, Darius se proclame son unique représentant sur Terre. Évidemment. Et de l'autre côté, l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas juste un adversaire politique, c'est le druga, Le mensonge. le mensonge. Toute rébellion est qualifiée de mensonge, et elle est perçue comme une menace d'effondrement cosmique. Bon, mais soyons critiques un instant. En qualifiant systématiquement tous ses opposants de mensonges, c'est pas juste une pirouette sémantique hyper cynique. Ah bah c'est très pratique, c'est clair. C'est le rêve pour un despote. Tu balayes des soulèvements paysans ou des revendications légitimes juste en disant « Vous n'êtes pas des gens affamés, vous êtes des anomalies de l'univers ». Ton objection, elle est parfaitement fondée, c'est l'essence même de sa propagande. Mais faut replacer cette rhétorique dans le cadre mental de l'époque. Dans l'Antiquité, la sémantique crée la réalité. C'est-à-dire, En imposant l'idée que toute révolte est une infection du tissu métaphysique de l'Empire, Darius, en fait, il transforme la répression militaire en une obligation religieuse absolue. ah, malin. Si le gouverneur d'une province se rebelle à cause d'une politique fiscale injuste, paf, il n'est plus un leader politique qui réclame de la justice. Il devient l'agent du chaos universel. Donc le combattre, ce n'est plus un acte politique, c'est une purification. C'est ça. S'opposer au roi, c'est vouloir dissoudre l'univers. C'est de la diabolisation à l'état pur. Mais bon, ça soulève un problème colossal pour Darius lui-même. Lequel ? C'est bien beau de pourfendre le mensonge au nom de la vérité, mais sa propre présence sur le trône, elle était hautement discutable. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le talon d'Achille de son ascension. Darius n'était pas du tout l'héritier de Cyrus le Grand, le fondateur adoré de l'Empire. Non, la branche royale légitime venait de s'étendre avec Cambyse et Smerdis. Darius, lui, n'est qu'un membre d'une branche collatérale. Un général issu de la noblesse, oui, mais certainement pas l'héritier naturel. Du coup, il a dû compenser ça par ce que le dossier appelle une, je cite, acrobatie généalogique. C'est un terme très bien choisi. En gros, c'est un rebranding d'entreprise. Genre un nouveau PDG qui s'invente de toutes pièces un lien de parenté avec le fondateur adoré par le public pour éviter de se faire virer par les actionnaires. C'est exactement la même logique. Au lieu d'admettre qu'il crée une nouvelle dynastie, Darius réécrit l'histoire. Il s'invente un ancêtre commun mythique, non ? Oui, Achaémène. Il affirme que sa branche à lui et celle de Cyrus ont toujours été liées. Il se proclame fièrement le 9e roi d'une lignée ininterrompue. Il fusionne les deux familles dans l'esprit du public, en fait. Cette fusion narrative est vitale pour lui. Il aspire la légitimité du mythe fondateur de Cyrus. Mais s'inventer un arbre généalogique, ça suffit pas quand l'Empire est littéralement en train de brûler. Et les provinces n'ont pas du tout cru à ce nouveau récit magique, apparemment. Non, pas du tout. La crise de succession a déclenché un effet domino terrifiant, un soulèvement systémique simultané. L'ampleur du truc donne le vertige. Les sources disent que Darius a dû faire face à 19 batailles rangées. Oui, 19. Et ça, en une seule année. Mm. Mais comment c'est physiquement et logistiquement possible d'enchaîner 19 batailles sur un empire qui va de l'Égypte jusqu'à l'Inde ? La force brute, c'est la seule explication. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est un tour de force d'endurance militaire, mais aussi une utilisation géniale du réseau impérial. Les routes, tu veux dire ? Oui, l'Empire perse avait la voie royale, un système de routes et de relais de poste extrêmement développé pour l'époque. Donc il pouvait se déplacer vite. Très vite. Darius a divisé ses forces. Il envoyait des généraux mater des révoltes en Arménie, pendant que lui chevauchait à marche forcée vers Babylone, puis vers la Médie. C'était une course contre la montre. Chaque jour perdu, une nouvelle province pouvait basculer. C'est une guerre de mouvement permanente. Et ce qui rendait ça encore plus fou, c'est la nature des ennemis qu'il affrontait. La fameuse matrice des rois menteurs. Voilà. Sur le terrain, il n'y avait pas juste des généraux en colère. Il y a eu 9 rois usurpateurs capturés, 9 rebelles qui utilisaient tous la même méthode que Gaumata, le vol d'identité historique. C'est vraiment une contagion idéologique. À Babylone, tu as un type qui s'appelle Nidintubel qui se lève et dit « Je suis Nabuchodonosor, le fils de Nabonide ». Et en Médie, un certain Phraaorthèse affirme être de la lignée du grand roi Siaxar. Il y a même un rebelle en Perse qui tente le coup incroyable du second faux Smerdis. Attends, il se fait passer pour le faux frère que l'autre avait déjà imité. Exactement. Il se fait passer pour le frère de Cambyse que Gaumata avait déjà prétendu être. C'est absurde. Mais pourquoi, d'un point de vue psychologique, pourquoi ces chefs rebelles ressentent tous le besoin de prendre le nom d'un roi mort ?
Pourquoi pas faire la révolution en leur propre nom? Parce qu'une révolution sans ancrage historique, c'est perçu comme illégitime par les masses. Ces usurpateurs comprenaient que la nostalgie, c'est un moteur politique surpuissant. Ah, c'était des peuples conquis à l'origine. Voilà les Babyloniens, les Mèdes. En prenant le nom de leurs anciens monarques de l'âge d'or, ces rebelles réveillaient la fierté nationale. Ils promettaient le retour à l'indépendance passée. Du coup, Darius ne combat pas juste des armées, il combat des narratifs concurrents, des fantômes. Des symboles d'espoir qui menaçaient de détruire la cohésion de l'Empire. La légitimité réelle de Darius, elle est validée par sa capacité à neutraliser ces faux espoirs populaires. Et pour détruire ces fantômes, Darius a utilisé des méthodes d'une brutalité implacable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce qu'on pourrait appeler la pédagogie de la terreur. C'est tout à fait ça. Gagner les batailles, c'était juste gérer l'urgence. Mais pour que ces narratifs ne renaissent jamais, il a dû briser la rébellion par des actes très calculés et très cruels. La terreur de Darius n'est jamais une colère aveugle, c'est de l'ingénierie sociale pure. Prenons l'exemple glaçant de Phraaortès, le leader de la Médie. Une fois capturé, il n'est pas juste exécuté. Non, le texte de Bésiste détaille une procédure terrifiante. Darius ordonne qu'on lui coupe le nez, les oreilles, la langue et qu'on lui crève un œil. C'est insoutenable. Mais stratégiquement parlant, c'est pas un risque immense. Afficher une telle barbarie envers un leader populaire, ça risquait pas d'en faire un martyr absolu? C'est une excellente question, mais tu appliques un prisme moderne à une réalité antique. Comment ça? Pour nous, la souffrance crée souvent le martyr. Mais dans la théologie du pouvoir antique, un martyr potentiel doit conserver une certaine dignité, une pureté. Le reflet de l'harmonie divine? Exactement. En mutilant Phraaortès de cette manière, Darius fait une défiguration politique. Un homme amputé, défiguré, incapable de parler ou de se tenir droit, pour la population, c'est la preuve visuelle qu'il a été abandonné par les dieux. C'est juste un corps misérable. L'aura mystique est détruite. Et d'ailleurs, le texte précise qu'il a été gardé enchaîné à la porte du palais pour que tout le peuple le voie. C'est une exhibition pédagogique. Il fallait que la foule passe devant ce corps ruiné pour que l'idée même de ce rebelle soit effacée de l'esprit collectif. Et ça se termine par la profanation du symbole. Darius le fait crucifier précisément à Ecbatane. La capitale même de la province rebelle de Médie. Il renvoie le cadavre au cœur de la contestation pour bien enfoncer le clou. La terreur, c'est le scalpel qui extrait l'espoir. Mais bon, on s'assoit pas sur des baïonnettes. Un empire ne peut pas tenir qu'avec des mutilations. C'est la version la plus extrême de la carotte et du bâton. Dès que le bâton de la terreur s'abaisse, Darius sort la carotte. La restauration économique est spirituelle. Parce qu'après avoir brisé la rébellion, il répare les dégâts du mensonge, du drouga. Il reconstruit les sanctuaires qui avaient été détruits, oui. Mais c'est pas que religieux. Il restitue les pâturages, les terres, les droits commerciaux confisqués. Il réintègre le peuple dans l'économie. C'est la rationalité froide de sa stratégie. La soumission à long terme est garantie uniquement par le respect religieux et la prospérité économique. Le nouveau roi s'impose comme le restaurateur de la normalité. Le spectacle public de mutilation, c'est pour réécrire la réalité. La relance économique, c'est pour acheter la paix sociale et remplir les ventres. L'équation parfaite. Bon. L'ordre est rétabli, l'économie repart, mais Darius voit plus loin. Il doit s'assurer que sa fameuse vérité survive au siècle. Sans que personne ne puisse jamais la contredire ou la vandaliser. Et c'est là qu'on arrive au monument de Behistun. Comment immortaliser ce narratif? Il met en place un cycle de transmission incroyable. D'abord, la traduction multilingue. Le texte est gravé en 3 langues, le vieux perse, l'élamite et le babylonien. Pour saturer complètement l'espace cognitif de l'Empire, aucune grande culture ne pouvait ignorer le message. Mais la vraie prouesse, c'est l'inaccessibilité physique. Le monument, il n'est pas sur la place d'un village. Il est sculpté sur une falaise majestueuse, à 100 mètres de hauteur. C'est fou. 100 mètres de vide. Ils ont dû monter des échafaudages monumentaux pour graver ça. Et une fois fini, Darius va détruire les échafaudages et aplanir la roche en dessous. C'est impossible à vandaliser. Et puis, il y a la distribution impériale. Des copies de ce texte sont envoyées dans chaque province. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Franchement, c'est comme un système de sauvegarde d'informations ultra moderne. Comment ça? C'est comme inscrire des données dans une blockchain. L'information est décentralisée dans toutes les provinces. Elle est diffusée sur toutes les chaînes en simultané avec le multilinguisme. Ah oui, je vois l'idée. Et le serveur physique, il est dans un coffre-fort inaccessible, protégé par le vide de la falaise. Et par une malédiction en plus. Le fameux verrou théologique.
L'inscription dit que si tu détruis ces images, Kahura Mazda soit ton destructeur. Il a transformé une victoire militaire éphémère en une vérité géologique pure. Ineffaçable. En rassemblant tout, l'équation impériale de Darius, c'est lignée acrobatique, plus droit divin, plus terreur ciblée, plus mémoire monumentale. Et le résultat, c'est la stabilité absolue. Et le pire, c'est que ça a marché. 2500 ans plus tard, les rebelles ont été totalement oubliés de l'histoire, et seule la vérité de Darius a survécu dans la pierre. Ça prouve que le pouvoir s'appuie fondamentalement sur le contrôle des récits et de l'espace cognitif. C'est une leçon vertigineuse sur l'information. Une leçon qui résonne fortement aujourd'hui. L'infrastructure du récit façonne toujours le réel. Et d'ailleurs, ça nous amène à une pensée finale assez provocante. Si un monument vieux de 2500 ans a pu écraser l'histoire de ses opposants avec juste de la pierre inaccessible et des copies décentralisées, on peut se demander ce qu'il en est aujourd'hui. Quelles sont les inscriptions de Boïstune de notre ère moderne? Exactement. Quels sont ces algorithmes, ces monopoles technologiques de la Silicon Valley qui imposent silencieusement leur vérité comme un fait géologique incontestable à notre propre société? C'est une excellente question à se poser. Je laisse tout le monde y réfléchir. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration fascinante et à très bientôt.